Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons présenter un sujet qui nous a tous les deux fortement intrigués. Il s'agit des vagues géantes à Nazaré. Le 8 novembre 2017, Rodrigo Coxa, surfeur brésilien, établit un nouveau record mondial à Nazaré au Portugal. Il surfe une vague dont la hauteur est estimée à 24,38 mètres. Ces vagues géantes, qui peuvent atteindre les 30 mètres, sont formées derrière le phare de Nazaré, niché sur une falaise et désormais devenu très touristique en cas de tempête. Elles se produisent entre septembre et février, lorsque toutes les conditions sont réunies. Alors, des surfeurs du monde entier, surnommés les dompteurs de vagues géantes, s'y retrouvent pour surfer la vague de leur vie. Mais quelles sont ces conditions ? Comment les vagues peuvent-elles atteindre 30 mètres ? Pourquoi se forment-elles à cet endroit précis ? Si certains d'entre vous ne connaissent pas le phénomène, voici une vidéo pour que vous saisissiez l'ordre de grandeur des vagues. Impressionnant, n'est-ce pas ? Nous allons donc vous expliquer comment les vagues peuvent atteindre une telle hauteur. Après un rappel de quelques résultats théoriques, nous verrons les différents facteurs qui permettent d'expliquer le phénomène. Ensuite, nous détaillerons sous quelles conditions météorologiques ces vagues peuvent se former. Tout d'abord, reprenons les résultats autour de la propagation des vagues. La théorie linéaire des ondes de gravité et les équations de l'air permettent de trouver la relation de dispersion et de la simplifier dans les deux cas limites des eaux profondes et peu profondes. En particulier, dans les eaux peu profondes, on peut relier la longueur d'onde et l'amplitude des vagues à la bathymétrie, ce qui sera utile à la compréhension de la formation des vagues à Nazaré. On note en particulier que lorsque la profondeur diminue, l'amplitude de la vague augmente et sa longueur d'onde diminue. Il nous sera utile de reprendre les lois de réflexion et de réfraction pour ces ondes. Une analogie est possible avec la loi de Snell-Descartes. Ici, l'indice de réfraction du milieu augmente lorsqu'on se rapproche de la côte, c'est-à-dire lorsque la profondeur diminue. Dans la deuxième partie, nous allons maintenant expliquer plus qualitativement la formation des vagues géantes et les phénomènes qui rentrent en jeu. En particulier, nous étudierons le cas des vagues du 14 décembre 2018. Les valeurs utilisées seront celles de cette date. Vous pouvez voir ici la bathymétrie au large de Nazaré. En premier lieu, négligeons l'existence du canyon sous-marin. Le premier facteur est commun pour tout déferlement de vagues. Comme nous l'avons vu précédemment, lorsque la profondeur d'eau diminue, l'amplitude de la vague augmente. Nous nous plaçons ici en hypothèse d'eau peu profonde qui sera justifiée juste après. Vous pouvez également observer sur la carte l'emplacement de la bouée Monicane 2, placée par l'Institut hydrographique du Portugal et qui fournit notamment des relevés des caractéristiques des vagues librement disponibles sur Internet. Grâce à la carte marine, nous voyons que la profondeur d'eau au niveau du déferlement est approximativement de 12 mètres. Le 14 décembre, la bouée Monicane 2 indique une vague d'une hauteur maximale de 9,6 mètres pour une profondeur de 90 mètres. Après calcul, et grâce à la formule reliant les amplitudes et les profondeurs, cela donne une vague de 15,9 mètres au point de déferlement. Il s'agit ici d'une borne supérieure, car nous avons pris l'amplitude la plus grande relevée par la bouée, et aucun phénomène de dissipation n'est pris en compte. Malgré cela, nous sommes bien en dessous des 30 mètres régulièrement observés. Le canyon a donc une importance cruciale. La différence de profondeur entre la zone du canyon et la zone du plateau donne deux dynamiques de vagues très différentes. La bouée Monicane 2 nous permet de savoir qu'à une profondeur de 90 mètres, la longueur d'onde est de 16 mètres. Ainsi, au niveau du canyon, nous restons en eau profonde, où les paramètres des vagues ne changent presque pas, tandis qu'au niveau du plateau, nous sommes en eau peu profonde, où la vitesse des vagues diminue, la longueur d'onde diminue et la hauteur des vagues augmente. La particularité de la bathymétrie de Nazaré est donc l'existence d'un canal sous-marin très profond qui arrive presque jusqu'à la côte. Celui-ci est crucial pour la formation des vagues. On retrouve d'ailleurs une bathymétrie similaire à Cap-Breton. Pour comprendre ce qu'il se passe en bout de canyon, faisons une analogie avec la fibre optique à gradient d'indice. Dans une telle fibre optique, l'indice est plus grand au centre qu'en périphérie, et il y a alors une concentration des rayons dans la fibre. Ici, c'est le contraire.
L'indice est plus grand en périphérie et sur la fin du canal, car la profondeur est plus faible. Ainsi, les ondes sont rejetées vers l'extérieur et les vagues sont expulsées du canyon. Avec un raisonnement analogue à celui fait précédemment, le passage d'une profondeur de 122 mètres à 12 mètres donne une amplitude de 17,2 mètres en sortie de canyon. Ces vagues sortant du canyon viennent alors interférer avec les vagues du plateau. Leurs amplitudes peuvent ainsi s'additionner. Mais ce n'est pas tout. Un troisième effet entre en jeu. Ce sont les courants amplificateurs. La houle a une direction oblique par rapport à la côte, et cela forme un courant du nord vers le sud. Près du cap, ce courant est dévié vers la zone de déferlement. Il s'écoule dans une direction opposée à la propagation de la vague, et donc renforce la vague et son déferlement. Il y a donc 3 effets cumulés, le shoaling effect, la déviation en sortie de canyon et les courants amplificateurs. Si on suppose que les interférences plateau-canyon sont parfaitement constructives, on arrive à une vague de 15,9 plus 17,2, c'est-à-dire 33,1 mètres. On arrive à un bon ordre de grandeur, mais il reste surévalué car la vague maximale mesurée ce jour-là était de 24,68 mètres. Et nous n'avons pas encore pris en compte les courants amplificateurs. Nous notons cependant plusieurs facteurs d'erreur. D'une part, les interférences ne sont pas parfaitement constructives. D'autre part, il y a une dissipation de l'énergie de la vague, notamment lors de la sortie du canyon due à la forte discontinuité des profondeurs. Les vagues géantes sont des événements exceptionnels dont il est intéressant de savoir prévoir, notamment pour prévenir les surfeurs de l'extrême. Diego Reis de Sousa fournit dans sa thèse une étude de différents paramètres, comme par exemple la hauteur maximale et significative, la période moyenne, la direction des vagues, lorsqu'il y a des vagues géantes et en conditions banales. Nous remarquons alors qu'il y a des vagues géantes si la houle a une direction entre 290 degrés, donc nord-ouest, et 350 degrés, nord-nord-ouest, et si la période est entre 8 et 12 secondes. Ces conditions sont souvent réunies après une tempête dans l'océan Atlantique. C'est bien le cas le 14 décembre 2018, où une tempête autour du 13 décembre amène une houle dans la bonne direction. En prenant des abacs de Météo France, avec le fetch, la vitesse du vent et la durée d'action, nous pouvons retrouver effectivement la houle mesurée par les bouées monicanes au large de Nazaré. Ces tempêtes ont généralement lieu entre octobre et février. Le but de cet exposé était de partir de principes physiques pour expliquer qualitativement la formation des vagues géantes. Il faut retenir qu'en plus des courants amplificateurs, c'est la présence d'un canyon qui est à l'origine de ces vagues. La superposition des vagues provenant du plateau et du canyon ont des dynamiques différentes qui permettent d'atteindre des hauteurs de vagues vertigineuses quand les conditions sont propices. C'est-à-dire lorsqu'une tempête dans l'Atlantique forme une forte houle ayant la bonne direction. Nous vous remercions pour votre écoute et vous souhaitons à tous bon vent, bonne mer et bon confinement.